Salut à tous, c'est le Sensei. Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode des Dessous des maisons d'édition. Et je suis directement chez Kurokawa avec Greg. Bonjour Greg. Bonjour. Écoute, content qu'on se retrouve pour un nouvel épisode des Dessous des maisons d'édition. Je suis super content aussi que vous ayez ouvert les portes pour justement vos questions directement en maison d'édition. On va commencer avec la traditionnelle question de cet épisode et de tous les épisodes précédents. Qui est Kurokawa ? Alors, Kurokawa, c'est une maison d'édition qui est née au début des années 2000 de la volonté de l'ancien président d'Univers Poche, c'est Jean-Claude Dubos, qui était un grand monsieur de l'édition jeunesse. C'est lui qui a fait venir en France dans les années 80 les livres dont vous êtes le héros, Chair de poule dans les années 90, et donc au début des années 2000, il s'est dit je veux faire des mangas, parce que je suis spécialisé dans le livre de poche et les mangas c'est format poche. Il avait une volonté à l'époque d'ouvrir le marché au grand public, parce qu'au début des années 2000, même si les mangas marchaient déjà très fort, c'est vrai que ça avait encore cet aspect grosse niche et très spécialisé. Et lui, sa volonté, c'était vraiment de faire rentrer les mangas dans les supermarchés, les hypermarchés, et de faire des mangas très grand public, très mass market. L'équivalent du manga, du livre de poche pour les mangas, en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Kurokawa. Et, le nom Kurokawa signifie fleuve noir, puisqu'à la base, Kurokawa était rattaché à l'éditeur Fleuve Noir. D'accord. Joli ref. C'est très sympathique. On va enchaîner avec la seconde question. Celle-ci, c'est pour les jeunes mangaka français qui veulent justement se lancer. Elle est beaucoup revenue cette question. C'est du coup, Greg, qu'est-ce que tu dirais à un jeune mangaka français qui veut se lancer ? Comment créer un dossier ? Comment il pourrait se dépatauger dans cette marque qu'est le manga ? Alors déjà, la plupart des gens que je rencontre, je leur dis de ne pas faire de manga français en fait, parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui, on voit il y a une quarantaine de mangas français, il n'y a que 2 personnes qui en vivent. C'est les 2 seuls qui se vendent suffisamment correctement pour permettre à leurs auteurs de manger. Ça va être Dreamland et Radiant. Voilà, Renaud Lemaire et Tony Valente, que je salue. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué pour le manga français, tout simplement parce que le manga, c'est pas juste dessiné en noir et blanc et en petit format, c'est aussi un système de production qui est très particulier. Et la plupart des gens qui veulent devenir dessinateurs de manga, on rencontre beaucoup de gens en fait qui savent très bien dessiner mais qui savent pas raconter d'histoire. Donc ils font des très beaux dessins, ça y a pas de problème, hein, ils pourraient vivre en tant qu'illustrateurs, mais par contre ils savent pas découper des cases, découper une histoire, rythmer un récit, etc. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire. Et le problème, c'est que la narration du manga, elle est très particulière parce que c'est un système de production qui est unique au monde, avec des éditeurs qui vous entourent, qui vous corrigent. Ça, c'est impensable dans la BD française qu'on se fasse corriger en cours de route. Les artistes, quand tu leur dis non, là, faut que tu refais parce que lui, les gens l'aiment pas, elle, faut la tuer, etc. Les auteurs français disent oh là là, non, attends, je suis un artiste, là, tu touches pas à mon intégrité. Et alors qu'au Japon, c'est le contraire, quoi. On prend les conseils de l'éditeur et c'est ce qui fait vraiment la spécificité du manga par rapport à toutes les autres formes d'expression dessinée publiées à mon sens. Donc moi, ce que je conseille aux jeunes gens qui veulent devenir des artistes qui racontent des histoires, je leur conseille plutôt de faire du webtoon que du manga, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de se faire remarquer, notamment sur la plateforme Canvas de webtoon. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se faire repérer comme ça ou d'avoir son propre blog BD. Parce qu'aujourd'hui, énormément de gens rêvent de devenir mangaka. Hein. Tu regardes aujourd'hui les mangas chez les enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand ? En 1, youtubeur. En 2, mangaka. Il y a beaucoup de concurrence et en plus, c'est un métier qui n'est pas facile. Il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui veulent devenir mangaka, mais au Japon. Alors sachez qu'après 25 ans, c'est foutu. Les éditeurs japonais ils disent oh là là, t'as 25 ans. Ils sont trop vieux, il faut des gens plus jeunes pour qu'ils soient plus malléables, pour les initier à nos techniques, etc. Donc c'est déjà compliqué, hein. En général, les mangaka débutants, ils les prennent entre 17 et 20, 22 maximum, et puis il faut forcément parler japonais, puisqu'on commence en général sa carrière en étant assistant, enfin c'est quelque chose qui est très codifié et c'est compliqué si on n'est pas déjà sur place. Donc mangaka, c'est vraiment un rêve très compliqué à réaliser. Donc en général, selon le degré d'avancement des projets des gens ou leur degré de motivation et de maîtrise technique aussi, soit je leur conseille de plutôt faire du webtoon, soit je leur conseille de devenir illustrateur et pas mangaka. Ok. Je pense que c'est une réponse super intéressante. Il y a des points qui pourront aider pas mal de personnes, surtout sur la difficulté d'être mangaka.
Souvent, lorsqu'on entend le mot « je veux faire comme mes mangaka préférés », ça a l'air d'être facile. Mais bien au contraire. C'est-à-dire que les gens oublient beaucoup que faire comme ses mangaka préférés, ça veut dire bosser 6 jours et demi sur 7, tous les jours, pendant des années, si jamais on a du succès. C'est-à-dire que ce qui est pas sortir le tome 1, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est sortir le 2, le 3, le 4, le 5, voilà, sans jamais prendre de vacances, en fait. Et c'est ça qui est difficile. On va enchaîner avec une nouvelle question. C'est bien qu'on a fait la transition avec le Japon. Du coup, comment vous négociez les différents droits, les ayants droit avec les Japonais? Est-ce que vous fonctionnez à l'ancienne ou il y a peut-être une nouvelle technique que je ne connais pas du tout? Alors, l'hypnose, l'alcool, ce genre de choses. Après, non, les négociations de droits se font de manière très classique, comme pour les droits littéraires d'une manière générale. Il n'y a pas de formule magique pour les mangas par rapport aux autres. Ce qu'il faut, c'est savoir juste ce qu'on achète et à qui on l'achète. Donc, en général, aujourd'hui, en plus, les éditeurs japonais ont beaucoup musclé leur jeu. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus compliqué. Il y avait encore une vingtaine d'années, c'était encore entre guillemets les mystères de l'Orient, où tu savais pas trop qui contacter, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus balisé. Le manga s'exporte tellement bien qu'aujourd'hui, les maisons d'édition ont compris qu'elles avaient à y gagner. Donc, ils ont des départements internationaux qui sont spécialisés là-dedans. Et il suffit de prendre contact avec les différents éditeurs et très vite, tu vois avec eux, tu leur expliques un peu quelle est ton orientation éditoriale, ce que tu recherches, etc. Et puis après, tu fais ton offre. C'est une transaction commerciale comme une autre. C'est juste qu'après, la manière de travailler avec les éditeurs japonais est différente. C'est laquelle on travaille avec les éditeurs américains, par exemple. Mais il y a des spécificités du marché japonais. Et puis, il y a aussi le fait, évidemment, qu'aujourd'hui, le marché du manga est hyper concurrentiel en France. Donc, un nouvel éditeur qui arrive aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais sinon, la négociation se fait toujours de manière habituelle. C'est-à-dire que tu repères un manga qui te plaît, tu contactes l'éditeur en lui disant « j'ai lu ça, c'est plutôt sympa ». Alors, s'il n'y a qu'un ou deux chapitres, il va te dire « ah oui, ça débute ». Tu peux lui demander est-ce que l'enquête des lecteurs est plutôt positive, est-ce que les gens sont contents ou pas. Et puis, une fois qu'il y a le tome 1 ou le tome 2 qui sort, tu te dis voilà, je pense que je voudrais sortir ce bouquin en France. Je pense que je vais en vendre 10 000, donc je vous en offre tant, qui est l'équivalent de ce que je vous verserais si j'en vendais 10 000. Et là, ils te disent soit OK, soit ils te disent ah ouais, mais machin en face, il me propose 20 000. Ah d'accord, donc tu refais tes calculs et tout, tu te dis en poussant un peu, je peux peut-être monter jusqu'à 25 000, ou tu te dis mais il est fou, jamais il en vendra 20 000 et tu l'achètes là. C'est une transaction commerciale classique, sauf que effectivement tes partenaires, eux, sont pas classiques parce que le marché du manga est très codifié dans son approche du business. D'accord, je trouve que c'est une réponse assez intéressante. Du coup, je me permets de rebondir sur une autre question, c'est par rapport à la ligne éditoriale. Est-ce que vous respectez toujours votre ligne éditoriale ou au contraire, des fois vous faites des petits excès? Non, je pense qu'on respecte les bases sur lesquelles Kurokawa a été conçu il y a presque 20 ans. Ça date, hein, t'as vu? T'as vu un peu? et donc du coup, on est plutôt fidèle à ça, essayer de faire des mangas plutôt grand public qui pourraient plaire à un maximum de gens. Faire des mangas aussi qui pourraient être lus par des gens qui ne lisent pas forcément de manga. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Mais après, on se prive de rien. Simplement, on va pas aller dans des choses très spécialisées, tu vois. Par exemple, on n'a jamais fait de boys love. Mais c'est pas parce qu'on refuse de faire du boys love, c'est juste qu'on n'a pas l'expertise nécessaire pour faire les boys love qui nous semblent les plus pertinents, etc. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Voilà. Pareil, les mangas érotiques, tu vois, là on va sortir notre deuxième en plus de 15 ans d'existence. C'est tout simplement parce que on cherche des mangas, on cherche pas à faire des mangas érotiques, on cherche à faire des mangas qui peuvent plaire à tout le monde, et s'ils parlent de sexe, c'est accessoire. Donc voilà, non, je pense qu'on reste toujours dans notre ligne directrice. D'accord. On enchaîne avec la dernière question, ma préférée à chaque fois. Du coup, Greg, je vais te demander de me proposer 2 licences à découvrir chez Kurokawa. Donc du coup, je vais faire comme si je m'y connaissais rien. Je perds tout mon savoir. Paf.
Exactement, 2 licences. Donc voilà, première licence dont je vais te parler, c'est un manga pour les grands. Ça s'appelle Partners 2.0. Il s'appelle comme ça parce que le titre japonais c'était Koyu no Gai, qui signifie ça c'est bien. Donc, mais c'est un peu compliqué, tu vois. C'est un titre un peu particulier. Donc, on l'appelait Partners 2.0 parce que ça mettait, on pense, plus en avant le côté nouveau couple. Donc, c'est l'histoire de 2 potes qui se connaissent parce qu'ils font partie de la même guilde d'un jeu en ligne. Et donc, le mec sort d'une relation toxique et la nana aussi. D'accord. Et donc, le mec est resté plus d'1 an avec une fille qu'il réveillait en pleine nuit pour lui demander ce qu'il aimait chez elle et tout. Et la nana, pareil, au bout de 6 mois, elle quitte son mec parce qu'il lui interdisait de porter telle ou telle fringue et elle en pouvait plus. Et donc voilà, ils papotent un peu parce qu'ils sont copains, quoi. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont tous les deux plein de points communs, qu'ils s'entendent super bien, mais chacun, ils ont un trauma, ils veulent plus jamais être en couple. D'accord. Mais ils s'entendent bien. Donc ils se disent, bon ben voilà, on va coucher ensemble pour voir ce que ça donne, et puis on va continuer à être potes, mais on veut absolument pas être potes. Et à partir de là, tu vas voir un petit peu leur quotidien. Donc c'est un manga tranche de vie. C'est un manga sur les fins de vingtenaire, début de trentenaire, célibataires qui vivent en ville et qui n'ont pas envie d'une vie rangée et de la manière dont la société les juge. D'accord. Parce que forcément, ils ont des parents, ils ont des collègues, ils ont des amis qui disent t'as pas une meuf et t'as pas un mec, des collègues qui disent ah tiens t'es célibataire machin. Et ils ont pas envie de dire ni oui ni non, tu vois. C'est non, je suis pas en couple, mais j'ai pas envie, je cherche pas en fait. Donc voilà, donc c'est une réflexion sur la manière dont on aborde le couple ou pas. En 2023, c'est un auteur qui est vraiment très brillant puisque c'est Soryu qui est déjà édité chez Akata. Et donc là, c'est complètement différent, parce que c'est un manga plutôt sérieux, entre guillemets. C'est du social, mais c'est du social détendu quand même. Et évidemment, ce manga est à réserver. On a mis un petit moins de 16 pour public averti. D'accord. Parce que même si c'est pas le propos principal, voilà, un garçon et une fille font des trucs ensemble. Ils vont à l'hôtel, tout ça. À réserver. Et puis même le propos en lui-même. Et voilà. Ça... 19 ans, on va pas... on peut le lire quand on a 19 ans, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est des problèmes qui sont plus pour les jeunes adultes, on va dire, qui ont déjà un boulot et qui vivent en ville et qui ont du mal soit à trouver un couple, soit qui sont déçus par le modèle du couple, quoi. C'est une espèce de Sex and the City moderne, mais japonisant, où justement on court pas forcément après le sexe, on veut juste être peinard. Exactement. Et se détacher un peu de la pression sociale. Et un manga qui fait beaucoup de bruit en ce moment, puisque avec ce manga, on offre des préservatifs. Et je ne savais pas du tout, mais voilà, il y a plein de gens qui sont choqués par cette opération sur les réseaux sociaux. Qui disent, je ne sais pas si tu as vu passer, mais sur notre Twitter, là, on a plein de cités qui disent quoi, mais ils sont fous, les lecteurs de manga, ils n'utilisent pas de préservatifs, machin. Genre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lisent des mangas et qui ont une vie normale. C'est ce que. Voilà, même aujourd'hui et même hier, je pense que. Il y a plein de gens qui lisent des mangas et qui ont une sexualité et même une vie sociale parfaitement normale. Donc, je ne pensais pas que cette opération préservatif choquerait autant les gens, tu vois. Donc bon, c'était pour la petite anecdote. Merci pour la recommandation. Et du coup, moi je trouve bien au contraire, c'est quelque chose qui est très, qui fait beaucoup de liens à des problèmes qu'on a actuellement par rapport à la jeunesse actuelle, que ce soit au Japon ou même en France. Ce problème-là, il est vraiment existentiel et je pense qu'on n'en parle pas forcément parce que peut-être c'est quelque chose qui gêne quand on parle des relations et de la pression sociale. Et donc du coup, le fait que ça choque avec l'opération préservatif, c'est déjà que le sujet est sensible dans un premier temps et dans un second temps en plus, parler de ça justement ouvertement, ça va choquer encore plus. Donc je peux comprendre les réactions négatives, mais ça soulève quelque chose d'assez intéressant et du coup peut-être le lire, ça pourrait peut-être m'aider à découvrir si justement cette pression sociale est aussi réelle qu'on le pense et aussi intense, ou au contraire, on a le droit de pas être jugé, d'être un peu libre sur ce qu'on fait, sur nos actions, etc. Là, toi, cette pression, est-ce qu'on te demande tout le temps quand tu vas en famille, alors les petits-enfants, c'est pour quand et tout ? C'est vrai que moi, on me demande, mais après, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas, vous le savez, de toute façon, j'ai pas trop de soucis avec quoi que ce soit. Moi, je suis très détendu, je suis ouvert à tout, donc en vrai, moi, dès qu'on me pose la question, je dis, écoute, pour l'instant, je suis jeune, je suis encore, ça va là pour l'instant, donc du coup, on profite.
faut pas de les tourner, ça. Je connais certaines personnes qui peuvent les détourner. Mais du coup, je sais que cette pression est existentielle, même moi. Mais après, moi, je peux faire abstraction de tout ça. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Ça dépend vraiment du caractère des gens. Exactement. Donc du coup, voir justement à travers d'autres personnes via un manga, peut-être que ça peut être un accès plus intéressant. Et du coup, je comprends un peu, entre guillemets, le shitstorm qu'il peut avoir par rapport à tout ça, puisque c'est des problèmes qui existent et qui touchent pas mal de personnes. Et comme on n'a pas la solution, ça peut en énerver certains. Mais c'est bien justement de faire des tentatives comme ça, je trouve que c'est intéressant. C'est quelque chose qu'il faut valoriser, je trouve. Donc la deuxième licence. Deuxième licence, alors hop. Voilà, c'est un spécial polémique que je te fais en espérant que t'aies plein de haters qui viennent regarder ta vidéo. Je parle de My Happy Marriage, parce que My Happy Marriage, donc, c'est un shoujo qu'on a sorti le mois dernier, qui est plutôt très attendu d'après ce que j'ai vu. Je suis très content parce que c'est un shoujo qui cartonne au Japon. Va y avoir un animé au mois de juillet, va y avoir un film à la fin de l'année. Donc c'est vraiment la grosse licence du moment dans le thème shoujo fantastique. Ça se passe dans une espèce de révolution industrielle un peu fantasmée. Tu vois, ils ont tous des kimonos et tout. Et donc l'histoire de mariage arrangé, de famille avec des pouvoirs un peu particuliers, etc. Donc c'est un très beau manga qui est super bien dessiné en plus, qui est vraiment magnifique, My Happy Marriage. Et j'en parle aussi parce que c'est un autre manga qui a fait une autre polémique, tu vois. On fait des petites polémiques en ce moment. C'est que justement, on avait fait une émission où on disait est-ce que ça a encore du sens de catégoriser les mangas, de dire ça c'est un shoujo, etc. etc. Parce que, tu vois, par exemple, ce manga, même si nous on l'a classé en shoujo et qu'à la base il est tiré d'un roman plutôt pour les femmes, il est prépublié au Japon dans un magazine shonen. Et donc voilà, quand on a fait cette émission qui était présentée par Mademoiselle Soso, on s'est fait un peu agresser en disant mais Mademoiselle Soso elle est colère en shoujo et vous avez invité Caroline Segara et c'est pas bien machin. Enfin donc voilà, les fans de shoujo ont dit qu'on n'était pas légitime pour faire ça, etc., etc. Au final les gens regardent l'émission, ça s'est très bien passé. Mais voilà, c'était intéressant de voir aussi qu'il y a des gens pour qui les catégories c'est très très important. D'autres pour qui les catégories, on s'en fiche. Moi, je lis le pitch et puis je regarde ce qui me plaît, etc. Donc voilà, c'était le petit manga polémique. Enfin, le petit manga qui nous a fait faire une émission qui a été polémique. Et ça tombe bien parce que du coup, les gens en ont parlé et on espère que ça nous a fait une bonne pub. En tout cas, le démarrage a été plutôt bon. Même si on sait que le shoujo en France, c'est compliqué. Le shoujo, ce qui est classé en shoujo manga en France, ça représente à peine 5% des ventes. Tu vois. D'accord. Ah oui, non, c'est pas grand-chose. Hein. T'as 75% des ventes, c'est du shonen, 20% c'est du seinen, et les 5% qui restent, c'est du shoujo. Et t'as l'érotique qui est à entre 0,8 et 1%. D'accord. Voilà. Donc c'est pas les deux mangas les plus faciles que je te présente aujourd'hui, mais ce sont deux ouvrages vraiment super intéressants, et j'espère que ton public, alors ceux qui ont plus de 16 ans pour celui-ci, j'espère que ton public jettera un œil et les appréciera à leur juste valeur. D'accord, ok, intéressant. Après, pour rebondir à ce que tu disais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui un peu confondent un peu les genres, etc. Parce que il y a souvent ces amalgames entre telle œuvre ou telle œuvre, du coup on sait pas justement si elle appartient à un tel genre, et donc du coup elle est publiée sur tel magazine au Japon, mais elle est quand tu lis le pitch et quand le scénario est lancé dans le manga ou dans l'animé, c'est plus un autre genre qui est abordé, donc du coup même les Français après se perdent. Et donc, entre guillemets, il n'y a plus vraiment de classification. C'est que, par exemple, au Japon, je sais qu'ils font pas du tout attention à ça. C'est qu'ils prennent seulement le magazine et ils lisent. Alors qu'en France, malheureusement, on n'a pas cette mentalité. Donc, moi, je pense que ça tend à changer. Mais il faut du temps. Et du coup, il faut des émissions comme vous faites. Et tout simplement, un peu plus d'explications par rapport à tout ça. Et c'est bien de prendre la parole, que tout le monde accorde ses violons. Et pas que chacun a des discours un peu différents. Mais là, ce qui est pratique, c'est globalement, les gens ont le même discours. Du coup, je sais que, par exemple, Caroline Segara ou Soso, je sais qu'elles ont le même discours. Mais du coup, accorder ces violons là-dessus, c'est vrai que par rapport au genre, je sais que moi, de mon côté, et des gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui font pas trop attention et qui se disent, peu importe si c'est un CNN ou c'est quoi que ce soit, je vais lire. Par exemple, vous avez Vinland. Vinland, souvent, les gens, ils se disent que, comme il y a de la bagarre, ça peut être lié à un shonen, ça manque de bagarre, mais vu que c'est un seinen, on est plus là pour l'histoire et l'évolution du scénario par Yukimura, donc les catégories, ça tend à disparaître.
Oui, puis c'est compliqué aussi parce que les catégories, tu es obligé arbitrairement d'en donner parce que ces catégories un peu arbitraires, comme tu dis, shonen, shoujo et seinen, elles ont été décidées par la distribution. C'est-à-dire que il y a beaucoup de comédies romantiques qui sont publiées dans des magazines shonen ou seinen. Exactement. Et qui sont classées chez nous en shoujo, tout simplement parce que si tu dis pas que c'est une comédie romantique, ça va être placé à côté de Berserk ou des trucs de bagarre, et les gens, aujourd'hui en France, le grand public cherche par affinité. Et c'est vrai que shoujo aujourd'hui, ça veut pas dire manga pour filles, ça veut plutôt dire comédie romantique en fait. Et dans la case shoujo, quand tu vas en grande surface ou dans les grandes librairies, dans le secteur shoujo, tu as à la fois effectivement les mangas pour les filles, mais tu as aussi les comédies romantiques. Et si on ne fait pas, nous, cette distinction, après, la distribution ne te les prend pas, ou va mal les référencer, et tu vas moins en vendre, en fait. Donc effectivement, oui, je comprends qu'il y a des gens qui hurlent quand ils voient que tel seinen est classé en shoujo, ou qu'au contraire, tel shoujo est classé en seinen. Mais c'est parce que si tu fais pas ça, c'est compliqué, tu vois. Par exemple, au catalogue Kurokawa, en scène, tu vois, notre manga sur la danse classique, c'est un seinen. Il est publié dans un magazine de Furio. Il est publié dans le Red Champion. C'est le même magazine que Dead Tube. Tu vois, enfin, c'est pas la même ambiance. Je sais pas si t'as lu les deux, mais Dead Tube, je sais que ça a rien à voir avec. Non, mais tu vois, Dead Tube et en scène, rien à voir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met ce manga pour les petites filles qui parlent de danse classique en seinen? Enfin, si je le pose à côté de Berserk, je vais en vendre 2,5. Bah ouais. Donc, on n'a pas ce problème-là avec les libraires spécialisés qui connaissent leur boulot, qui savent conseiller les gens. Mais dans une grande surface, t'arrives dans une grande surface qui est absolument pas spécialisée. Le mec qui s'occupe du rayon manga, ça se trouve, c'est le mec qui s'occupait des surgelés une semaine avant. T'en sais rien. Donc, lui, il voit fiche produit, seinen, hop, et il te met ton manga de danse classique à côté de Goblin Slayer. Ça n'a aucun sens. Yotsuba, c'est pareil. Yotsuba, c'est un seinen. Mais c'est vrai que le mettre à côté. Bah non, tu le mets pas à côté de Goblin Slayer, Yotsuba, tu vois, c'est. Tu le mets après dans Vinland. Les gens vont faire, tiens, c'est bizarre. Il y en a un qui égorge, il y en a un qui égorge pas. Elle a oublié son couteau, la petite, ou quoi? Non, pas du tout. C'est juste que le public est différent. Et c'est vrai qu'au Japon, comment dire, la manière de consommer les mangas est un petit peu différente parce que le public est beaucoup plus large. Les canaux de communication sont plus nombreux, ils sont plus suivis. Donc c'est plus facile de jouer la contre-programmation comme ça. Alors qu'en France, tu restes encore tributaire, on va dire, de la mise en place par des gens qui ne vont pas forcément maîtriser le manga d'une manière générale. D'accord. Franchement, c'est quelque chose qui pourra apporter beaucoup à tous ceux qui regardent la vidéo, parce qu'on a abordé un thème moi que j'avais assez souvent en retour, soit dans les commentaires, soit par message. C'est vraiment cet aspect de classification, de genre et catégorie. Donc je pense que ça pourrait aider certains à y voir plus clair. Mais du coup, les deux licences ont été présentées. En plus, moi de mon côté, j'ai découvert de nouvelles licences. Totalement. Mais après, je connaissais My Happy Marriage, puisqu'en plus vous avez fait une OP dessus par rapport à Saint-Valentin. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Ça veut dire que l'OP a bien marché, donc bravo à vous. Et par contre, Partner, c'était vraiment hier. Par rapport à la polémique, je savais pas du tout de quoi parler le manga, etc. Ça par contre, ça m'intéresse parce que comme je dis, ça parle de trucs qui me concernent directement et je me sens concerné par l'histoire. Et c'est vrai que s'identifier soit un personnage, soit un scénario, c'est quelque chose qui est vachement important lorsqu'on lit un manga. Pour moi, c'est l'une des clés, parmi les 5 clés que je pourrais dire. J'espère que pour vous aussi c'est le cas. Mais nickel, en tout cas, je suis conquis. J'espère que vous aussi vous serez conquis. C'est comme ça qu'on va conclurer ce nouvel épisode des Dessous des maisons d'édition avec Greg. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Écoute, c'est les grèves en plus, faut le dire. Cet homme a défié les grèves pour venir jusqu'à chez nous. Je suis prêt à tout, parce que c'est vos questions, c'est pas les miennes. Ça aurait été mes questions, ça aurait été quelque chose de bien différent, mais comme c'est les vôtres, et je fais ça pour vous, parce que justement, comme je le dis souvent, c'est bien d'avoir un porte-parole qui s'occupe d'aller voir les différentes maisons d'édition, parce qu'il y a quelques années, c'était extrêmement compliqué, c'était pas le cas, parce qu'on n'avait pas tous ces canaux, donc du coup, mieux va en profiter un maximum. Et c'est comme ça que je vais conclure la vidéo. Je vous remercie, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir. Nouvelle question,
partagez la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en lien. Je suis tout oui pour vos questions. Et on se dit à la prochaine. Bisous. Sayonara.